Bonjour groupe, comment allez-vous? Jean-François Sénéchal, c'est votre prof pour votre cours éthique et professionnalisme. Comment allez-vous cette semaine? J'espère que ça se passe bien pour vous, votre session. J'espère que vous aimez toujours ces petits podcasts que je vous prépare chaque semaine. Aujourd'hui, on est mardi, il arrive un peu tard. Désolé, là, j'étais en congé hier, j'ai pas pu l'enregistrer. Vous êtes pas mal, vous êtes nombreux, plutôt pas mal. Vous êtes nombreux à l'écouter, ce podcast. Donc, vous êtes sur 200, il y en a à peu près 100 là, que systématiquement, en fait, j'ai plus de téléchargements que ça, là, mais quand je regarde là, ceux qui m'envoient des preuves, je collecte les preuves, vous le savez, là. Donc, qui m'envoient des preuves de vos écoutes. Donc, vous êtes à peu près 100 par semaine, donc c'est assez pour que la rumeur se rende aux autres, puis peut-être qu'on écoute les podcasts. En tout cas, vous êtes 100 très certainement à garder ce bon rythme. J'espère que ça va vous aider. Justement, c'était les mots de Delphine Lafrance qui, justement, m'écrivait cette semaine. J'espère que je ne la surprendrai pas trop. Elle me disait qu'elle écoutait ce podcast-là en auto, en allant au travail. Justement, elle me disait que le podcast, ça l'aide justement à se mettre dans le bain. Ses propres mots, c'était justement ça, là, que ça l'aidait à établir une base de compréhension, justement avant de sauter dans les enregistrements de cours. C'est exactement le but de tout ça. Vous aider à vous préparer peut-être à sauter dans le contenu de cours. Des fois, un contenu de cours, là, on est distrait par toutes sortes de choses. Je sais très bien que revisionner un enregistrement de cours, des fois, on est distrait, puis on regarde un peu ailleurs, puis on regarde un peu notre selle. Mais déjà, si on a eu une introduction en podcast, après, on saute là-dedans. C'est peut-être un peu plus simple de connecter avec, non seulement avec le prof, mais avec le groupe aussi en classe qui essaie de comprendre tout ce que je raconte. Donc, voilà. Merci d'être là encore cette semaine. Salutations à Delphine qui nous écoute. Puis salutations à tout le monde, à toi et toi qui m'écoutez à chaque semaine. J'espère que c'est bénéfique pour vous aussi. OK, cette semaine, c'est la semaine 5. En fait, c'est le module 5. Vous le voyez un peu, là, c'est un rythme de feu parce qu'il y a 2 modules cette semaine. Donc, cet épisode du podcast, on va se concentrer sur le module 5. Puis, cette semaine, en fait, ce sera vendredi. Je vais vous publier un autre podcast pour vous introduire au module 6. Donc, c'est sûr que ça fait beaucoup de modules en peu de temps, mais en même temps, c'est le rythme d'une session d'été. Donc, commençons avec le module 5. Tiens, avant que je saute dans le module 5, merci pour vos TP1. Donc, je les vois là, dans ma boîte courriel. Là. Il y en a plusieurs qui, en fait, vous m'avez tous et toutes déposé vos TP1. Puis, bien content de voir ça. J'ai vu que ça a brassé pas mal en fin de semaine. Donc, il y en a qui ont été très actifs en fin de semaine. Puis moi, je vous promets aussi un rythme qui respecte vos échéanciers, c'est-à-dire que je vous traînerai pas trop longtemps avec la correction. En fait, il faut me donner peut-être 10 jours ouvrables, là, le temps que je corrige tout ça, mais je le promets de le faire le plus vite possible. Le but, c'est de ne pas retarder votre TP2. Donc, vous l'avez vu, votre premier test là, pour votre équipe, c'était ce TP1. Donc, c'était votre vrai test de gestion d'équipe. Le TP2, ce sera plus compliqué, mais le TP1, c'était assez simple. Le but, c'était de voir si votre équipe tous les membres sont là. Est-ce qu'ils sont actifs? Est-ce qu'ils répondent aux courriels? Est-ce qu'il y a un problème? Puis, le but de tout ça, c'est que vous n'attendiez pas à la fin de la session pour me signaler, je le disais au dernier épisode aussi, mais me signaler un problème de gestion d'équipe. Là. C'est là qu'il faut que ça se fasse. C'est là qu'il faut tenter de résoudre ce problème. Il y en a d'ailleurs qui m'ont écrit, puis on va tenter de résoudre prudemment et promptement aussi ce genre de problème de façon à ne pas trop vous mettre une pression supplémentaire sur vos frêles épaules là, d'ici la fin de la session. Là, on va essayer de gérer au moins ce genre de problème parce
Parce que sachez-le, le TP2, le TP2, il il est beaucoup plus long et beaucoup plus difficile. Le TP1, si le TP1 il était aisément réalisable en quelques jours, sinon quelques heures, j'ai vu un peu euh, l'historique de vos travaux, là. Donc, ça se fait le TP1, ça se fait. Mais le TP2, ce sera beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué. Donc, je vous conseille vivement de commencer dès aujourd'hui à travailler avec votre équipe dans ce TP2. Et pourquoi pas commencer dès maintenant. En fait, attendez la fin de ce podcast, puis après ça, vous commencerez à travailler dans votre TP2. OK, module 5. Dans ce module 5, ce que je vous propose dans ce podcast aussi et dans ce module 5, c'est d'explorer l'histoire du professionnalisme. Hein, vous connaissez bien la ritournelle comprendre d'où l'on vient, hein, pour savoir où l'on va. Hein, vous avez sûrement entendu ce vieil adage. Et ça n'aura jamais été aussi pertinent que pour le module 5, puisqu'on plonge justement dans l'histoire de votre profession. Savoir d'où l'on vient. Hein, cette phrase, vous la connaissez, mais d'où vient cette vieille sagesse? J'ai une histoire à vous raconter pour vous replonger. Hein, l'importance de savoir d'où l'on vient. Dans la culture classique, les tragédies grecques, là, l'histoire la plus classique pour replonger dans ce vieil adage, c'est l'histoire d'Édipe, qui éventuellement deviendra roi. Donc, Édipe roi, c'est la pièce en question. Peut-être que vous l'avez déjà vue, sinon, si un jour se présentez dans un théâtre près de chez vous, le Gara chez vous, c'est une belle pièce, classique, mais très profonde. Rappelons peut-être l'histoire de ce classique, parce que vous le connaissez tous et toutes, là, mais des fois, c'est important de se faire rafraîchir la mémoire. Et pour les autres, désolé, là, spoilers, je vais vous raconter l'histoire, je vais vous raconter les punchs. Puis spoilers, ça fait 2000 ans, là, donc c'est le temps là, pour vous de rattraper vos classiques, là, puis désolé de vous gâcher, des divulgateurs, désolé de vous en donner quelques-uns. Donc, c'est l'histoire d'Édipe. Le complexe d'Édipe, là, ici, c'est freudien, là, mais c'est inspiré du même personnage. Mais Freud, vous le savez, c'est beaucoup plus tôt, plus tard, plutôt dans l'histoire. Ici, on est il y a plus de 2000 ans. On raconte cette histoire, puis c'est Sophocle, hein, qui est un tragédien grec classique, qui nous raconte l'histoire d'Édipe. Et Édipe se promène dans sa ville. Il est un peu triste parce que la peste s'abat sur sa ville. Thébès, c'est sa ville. Puis Édipe s'en va consulter un oracle, l'oracle du temple de Delphès ou Delphes, là. Ça dépend comment vous le prononcez, si votre grec est raffiné ou pas. Puis sur le temple de Delphès, il est écrit connais-toi toi-même. Hein, avez-vous déjà entendu cette phrase-là? Sûrement dans un cours de philo, on a dû vous raconter cette histoire-là. Donc, Platon aimait bien de citer cette belle phrase. Mais on est toujours avec Édipe et l'oracle, lui, annonce à Édipe qui conseille. Non, Édipe consulte l'oracle et l'oracle lui dit attention, Édipe, tu vas tuer ton père et tu vas coucher avec ta mère. Hein? Parlez-moi d'une bien mauvaise nouvelle en ce mardi matin. Et le problème, c'est que plus jeune, Édipe, il a été adopté. Donc, il ne connaît pas son identité. Hein, vous voyez l'importance de connaître son identité. Lui, il ne connaît pas son identité. Puis, ça va lui causer toutes sortes de problèmes parce que la prédiction, la prémonition de l'oracle, elle va se réaliser parce qu'un jour, Édipe, se promenant sur la rue, il est menacé par un inconnu, puis Édipe se défend, puis il tue cet inconnu et il l'apprendra un peu trop tard, l'inconnu en question, puis là je ris, mais c'est tragique. Donc il s'agit de Laïos.
Hein, Laios, c'était son père. Puis, Oedipe va triompher de la Sphinx. Ça, c'est dans l'histoire toujours. Puis, vous rappelez-vous d'ailleurs de l'énigme de la Sphinx? Le Sphinx lui pose toutes sortes d'énigmes. Puis, d'ailleurs, tiens, je vais en faire l'indice cette semaine. Ce sera la réponse à l'énigme posée par la Sphinx dans Édipe roi. Ah, c'est pointu. Mais c'est tellement classique cette énigme-là. J'imagine que vous savez déjà la réponse. Mais je vous la pose. Puis sinon, cherchez-la sur Internet là, si vous ne voulez pas y réfléchir. Sinon, prenez le temps d'y réfléchir. Une vraie énigme, là. Donc, OK, je vais donner l'indice de la semaine. L'indice cette semaine est justement la réponse à cette énigme. Et l'énigme est la suivante. Quel être, pourvu d'une seule voix, a d'abord 4 jambes le matin, puis 2 jambes le midi et 3 jambes le soir? Donc ça, c'était l'énigme de la Sphinx. Et si vous trouvez la réponse, vous m'envoyez votre réponse, vous m'écrivez un courriel avec la réponse à cette énigme, en écrivant dans l'objet peut-être indice podcast. Puis voilà. OK, donc on est toujours dans cette réflexion sur le connais-toi toi-même, connaître son histoire, connaître son identité. Et Édipe rencontre la Sphinx, trouve la réponse à ses énigmes. Et Édipe gagne le droit, en répondant aux énigmes de la Sphinx, il a le droit d'épouser la reine de la ville en question. Et la reine de la ville, elle s'appelle Jocaste. Et Édipe et Jocaste s'aiment beaucoup. Et Édipe apprendra un peu trop tard que Jocaste, elle est aussi sa mère. Et donc que la deuxième partie de la prémonition de l'oracle plutôt, c'est réalisée. Et puis Édipe se rend compte que de tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a tué son père, il a partagé la même couche que sa mère, et ne pouvant plus supporter qui il est, il décide de se priver de toute connaissance, de toute lumière plutôt, puis vous voyez le parallèle. Il va s'arracher les yeux. Donc, désolé pour cette image très graphique en ce mardi matin. Mais voilà comment se termine l'histoire d'Édipe. Savoir d'où l'on vient. Hein? C'est important de le savoir. J'espère que vous avez maintenant saisi un peu mieux cette leçon de l'histoire, cette leçon du théâtre et de la tragédie grecque. Heureusement pour vous, je vais vous raconter votre histoire et vos origines professionnelles parce que, admettons-le, il ne faudrait pas que ça finisse aussi mal. OK, donc dans l'enregistrement de cours, dans ce module, je vais vous raconter l'histoire du professionnalisme et je vais le faire à partir de la littérature pertinente. Il y a quelques études sociologiques, historiques là, que je vais aussi vous proposer. N'oubliez pas de visionner cet enregistrement de cours, puisque dans le podcast, je vais vous raconter l'histoire du professionnalisme. Déjà, ça vous fera une première visite de l'histoire. Mais dans le cours aussi, je vais vous raconter cette histoire. Donc, c'est important de vous y plonger un peu plus longuement et de façon approfondie. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est la version proposée de votre histoire par Georges A. Legault, toujours le même Georges Legault, dans son ouvrage, toujours le même ouvrage, Professionnalisme et délibération éthique. Je propose d'ailleurs de lire les chapitres 1 et 2 de l'ouvrage de Legault, là aussi pour enrichir et préciser votre compréhension de l'histoire du professionnalisme au Québec, connaître votre histoire, connaître votre identité, savoir d'où vous venez. Mais pour cet enregistrement audio, je vais vous raconter, je le disais de façon peut-être un peu plus condensée, la version de l'histoire de Georges Legault. Et je vais vous la raconter en 25 minutes. Musique. OK, l'histoire du professionnalisme racontée par Legault commence dans les années 1930-1950
Que se passe-t-il dans ces années? Ben, c'est la Deuxième Guerre mondiale, donc on vient tout juste de se sortir de la Première Guerre, puis on retombe plutôt rapidement dans cette Deuxième Guerre. Et je dirais que étant donné que c'est une histoire que je vous raconte, peut-être pour mieux suivre mon récit, c'est à l'audio que ça se fait là. Donc, essayez peut-être de vous choisir une personne que vous connaissez bien autour de vous. Ayez en tête peut-être vos grands-parents. Hein, c'est peut-être là, que vous pouvez connecter avec votre propre histoire là, parce que je vais commencer l'histoire au moment où vos grands-parents viennent de naître. Donc, ça vous aidera peut-être là, à suivre le cours du récit, à faire des liens avec votre propre histoire personnelle. Moi, mon grand-père, il s'appelait François. En tout cas, il y en a un ici que j'ai. Il y avait Silvio aussi. Ça, c'est mon autre. Je les salue là où ils sont. Et pour vous, ben justement, choisissez vos grands-parents. S'ils sont près de vous, ben, tant mieux. Sachez-le, là, ces grands-parents apportent une vraie grande sagesse, c'est-à-dire l'histoire qui vous précède. Puis justement, ça donne bien, puisque l'histoire qui vous précède, je vous la raconte, et on va placer vos propres grands-parents dans cette histoire. Et là, ils viennent de naître. Donc, nous débutons l'histoire, je le disais, en 1930. C'est l'époque des parents de vos grands-parents. Donc, vos grands-parents viennent de naître et ils ont des parents. Donc, vos arrière-grands-parents. Ce serait peut-être plus simple de le dire comme ça. Et ben, ces derniers, ils étaient comme vous, je dirais, passionnés de sciences, de technologie, ben, des technologies de l'époque. Et eux, ben, ils voulaient quoi? Ben, ils voulaient construire nos villes, nos routes, tout était à faire, construire nos usines, quoi d'autre dans vos professions, exploiter nos forêts, hein, baliser notre coin du monde. Ça fait longtemps que ça se fait, tout ça. Et ben, ils ont décidé de s'associer autour de ces grandes valeurs, de grandes ambitions. Puis la première structure qui est apparue, le modèle associatif de l'époque, c'est ce qu'on appelle les corporations professionnelles. Donc là, on est toujours en 1930 et ces corporations, c'est un modèle d'association qui ressemble un peu au modèle d'association peut-être le plus connu à l'époque, c'est le modèle religieux. Donc, Legault nous rappelle ça aussi. Quand il nous raconte cette histoire, il dit le premier modèle, c'est un modèle de type corporation professionnelle et de type religieux. Hein. Ça ressemble un petit peu à la structure des associations ou les regroupements religieux, c'est-à-dire qu'on va concevoir notre association, on va le baser sur un sentiment d'appartenance, c'est sûr, mais un sentiment d'appartenance à certaines grandes valeurs communes. Puis la structure, je le disais, elle est structurée un peu comme le modèle religieux de l'époque. D'ailleurs, les signes qu'on se donne à l'époque, hein, les signes d'adhésion au groupe, c'est exactement inspiré du modèle religieux. On va se donner un code de valeur, oui, un code moral ferme, puis on va faire une promesse solennelle, hein, un peu comme on rentre le sacerdoce, c'est un peu ça, là, quand on fait partie des ordres religieux. Le modèle est le même à l'époque, sauf que c'est des corporations professionnelles. Les ingénieurs, les avocats, les arpenteurs, géomètres, médecins, notaires, là, tout ce beau monde-là vont aller devant leur corporation, vont faire un engagement solennel. Donc, une cérémonie, là, puis on fait un engagement solennel. C'est pas un mariage, mais presque. Là, c'est un mariage entre vous et votre corporation. On fait une promesse, puis on va faire partie d'un ordre, hein, comme les prêtres qui vont faire partie de le sacerdoce, c'est ça aussi. Donc, le modèle, il est là. Puis, de la façon qu'on parle des corporations, on a un langage qui ressemble aussi au langage religieux, c'est-à-dire qu'on va parler de la vocation. La vocation, ça veut dire la voix, là. Donc, on a entendu la voix, on a entendu l'appel, puis on a la vocation. On devient avocat, on devient notaire, on devient ingénieur. Donc, tout ça, c'est exactement inspiré du modèle religieux. Et ça, on est en 1930. Donc, vos arrière-grands-parents ont eu l'appel. Ils ont la vocation. Autour d'eux, on dit ils ont la vocation. Ils vont se regrouper. Ils vont se donner des valeurs. Ils vont se faire une promesse.
Puis ils vont se promettre quoi? Bien, ils vont se promettre de respecter certaines valeurs, de servir leur prochain, de protéger leur prochain, parce que plusieurs d'entre eux là, posent des gestes là, qui comportent plusieurs risques. Donc, on va protéger le prochain. Donc, ça aussi, ça restera dans l'histoire du professionnalisme, mais ce sont les premiers pas des professions qu'on appelle les professions libérales. C'est comme ça qu'on les désignait à l'époque. Donc, avocat, notaire, arpenteur, ingénieur, agronome, des professions libérales. Hein, libérales, pas au sens de parti politique, là, mais au sens de liberté. Ce sont des esprits libres, libres de toute contrainte, des intellectuels souvent, libres de salaire d'ailleurs. Hein. On va leur verser des honoraires parce qu'on les paye pour un service incommensurable qu'ils nous donnent et non pas un salaire. On ne les paye pas à l'heure, on les paye pour un service incommensurable qu'ils nous livrent, qu'ils nous donnent. Puis, ce sont des personnes qui vont exercer une certaine forme d'autorité dans les villes, les villages dans lesquels ils vont s'installer. Et là, vous vous dites, ben, c'est un modèle religieux, ça a disparu. Non, c'est encore là. Il y a des traces aujourd'hui dans le système professionnel. Peut-être avez-vous entendu parler la cérémonie du jonc, hein, au Québec, au Canada d'ailleurs, c'est la même cérémonie pour devenir ingénieur. Donc, ça, vous le voyez, là, les traces de ces corporations professionnelles inspirées de la structure religieuse. Là. Lorsque vous allez faire votre cérémonie du jonc, c'est exactement ça. Là. Si on fait une promesse solennelle, on se donne des valeurs, on promet de défendre certaines valeurs, on se tient par la main, puis on chante. Non, on chante-tu? Non, je ne suis pas sûr qu'on chante. Mais on fait une promesse solennelle de s'engager dans cette profession puis de respecter les valeurs. Donc ça, les valeurs de cette profession. Et ça, vous allez bientôt faire cela. C'est pas une cérémonie, c'est pas obligatoire de passer à travers cette cérémonie là, pour devenir ingénieur au Québec, mais plusieurs vont néanmoins passer par ce rite. Hein, c'est un rite pour obtenir la petite médaille, la petite bague qu'on va bientôt voir à vos doigts. Donc, évidemment, il y a un côté un peu vieillot, anachronique et étrange de ce genre de rythme, mais en même temps, ça vous permettra de reconnecter peut-être plus intensément avec votre histoire. Hein. Ça reste inspirant malgré tout pour cette raison-là, vous permettre de reconnecter avec votre histoire. Moi, ça m'émeut toujours de voir ces gestes répétés d'une génération à l'autre. Souvent, on pose des gestes sans même connaître leur raison d'être ou leur provenance, mais là, maintenant, vous le savez un peu. Hein, le geste de la tradition pure. Là, on répète des gestes sans trop les questionner, poser des gestes qui nous dépassent, dont on ne comprend pas exactement le sens. Et justement, ça fait partie de la tradition, faire confiance un peu à la sagesse de celles et ceux qui vous ont précédés. OK, on continue. On est en 1930-1950. On a nos regroupements là, qui sont basés sur un sentiment d'appartenance, je le disais, quasi religieux, en tout cas, qui sont guidés, structurés là, de façon à être guidés par certaines valeurs. Tout ce beau monde-là vise évidemment l'excellence de leur discipline, un modèle calqué sur les ordres religieux. Puis la guerre. On est en 1939, 1940, 39-45 plutôt. La guerre. It's the war. War never changes. Et fin de la guerre, 1945. Hein, ça s'est bien passé pour vous. Ça s'est pas bien passé pour tout le monde. Mais rappelons que suite à la fin de la guerre au Québec et dans plusieurs pays plutôt d'allégeance catholique romaine, il se passe ce qu'on appelle un baby boom, c'est-à-dire naissance de plusieurs bébés post-deuxième guerre. On va les nommer les baby boomers. C'est un groupe très nombreux. Sociologiquement, là, c'est très important puisque, étant nombreux, ils vont influencer par leur nombre, ils vont influencer l'histoire du Québec. Ce sont vos grands-parents, toujours. Hein, j'essaie de reconnecter avec votre histoire.
On est autour de 1950, donc tout juste après la Deuxième Guerre mondiale. Plusieurs bouleversements historiques pendant ces années. On va passer à travers une phase de décroissance du travail manuel. Donc, c'est pas vraiment important votre force de bras là, pour travailler avec vos mains au tournant des années 1950. La ferme va être quittée pour aller plutôt dans du travail de bureau. Et justement, on va avoir une redirection de toute cette force ouvrière. Là. Ils sont nombreux. Et tout ce beau monde-là qui travaillait de leurs mains, avec l'industrialisation, on a davantage besoin d'intellectuels, de travail de bureau. Puis, on va se rediriger vers ce genre d'occupation. Puis, on va se donner des formations universitaires d'appoint, justement, pour occuper ce genre de nouveaux boulots intellectuels dans les bureaux. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura aussi, avec ce nombre de baby boomers là, qui cherchent à avoir une formation accrue, une formation universitaire, il va y avoir une grande pression sur l'enseignement universitaire. Alors là, ici, on est au tournant 1960. Au Québec, c'est ce qu'on appelle la Révolution tranquille. Révolution au sens où il n'y a pas eu de mort, sinon une grande révolution par le savoir, l'éducation, l'abandon un peu progressivement là, du religieux. Et 1960, c'est là où un grand développement du savoir universitaire, des institutions de savoir universitaire. D'ailleurs, vos grands-parents, donc je parlais des baby boomers, qui sont nés justement après la Deuxième Guerre mondiale, ces baby boomers vont se diriger lentement, progressivement et sûrement et en grand nombre vers les universités. En fait, ils sont tellement nombreux là, qu'on va leur créer des cégeps. Hein, vous voyez, tout ça, l'histoire a du sens. Hein, quand on regarde les baby boomers, surtout. Là. 1967, c'est la création des cégeps au Québec. Donc, ils sont nombreux à arriver juste avant l'université, puis on a besoin de les former, on va leur former, on va créer des cégeps. Mais leur entrée à l'université, là, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a juste 3 universités pour accueillir tout ce beau monde. Donc, imaginez la pression exercée sur les 3 universités. C'était McGill, l'Université de Montréal, l'Université Laval. Et on doit accueillir tous ces beaux et belles baby boomers. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des universités au Québec. Donc, on veut tellement les accueillir. Il y a tellement de pression pour leur donner une formation. Ici, on est en 1968. On va créer au Québec le réseau des universités du Québec. Vous savez, là, les UQAM, UQAC, là, ça commence toujours par UQ. Là. Donc, les universités du Québec, c'est créé exactement à ce moment-là. UQAM, UQAC, UQTR, il y en a d'autres. Donc, des universités qui sont créées pour répondre à ces besoins. C'est une forme de réponse à ce nombre, à ces baby boomers là, qui ont fait accroître la demande pour une formation universitaire. Donc, 1950-1970, c'est dans cette époque-là qu'on est en ce moment. C'est une période très féconde. Vos grands-parents, ils sont en train de se former, de s'éduquer. Plusieurs d'entre eux iront vers une formation universitaire. D'autres non, là, mais il faut voir l'esprit de l'époque. Et résultat, il va y avoir une création de toutes sortes de nouveaux champs du savoir universitaire, toutes sortes de nouvelles expertises intellectuelles. Donc, on va voir apparaître de nouvelles professions en tant que telles. C'est-à-dire que les professions libérales vont être enrichies de plusieurs nouvelles professions qui combinent justement ça, là, un savoir universitaire, mais un savoir qui est pratique, qui a une certaine forme d'utilité sociale. C'était là dans les professions libérales et cette formation pratique, intellectuelle et utilité sociale là, va être transférée vers d'autres champs intellectuels. Puis ces populations vont sortir des universités. Donc, les baby boomers sont formés, sortent des universités et, vous imaginez le nombre, là, et le milieu du travail, lui, n'est pas tout à fait prêt. Ce que ça crée, c'est une pression à la hausse sur les corporations professionnelles existantes.
Donc, les corporations professionnelles là, qui avaient été créées par vos arrière-grands-parents, là, vos grands-parents arrivent puis sont prêts à intégrer ces corporations professionnelles. Puis, puis la pression est très grande. Donc là, on a le modèle religieux qui est là, puis on a cette nouvelle génération qui arrive, qui s'est distanciée un peu de ce modèle religieux-là, puis on a cette pression-là pour intégrer ces vieilles corporations professionnelles. Donc, c'est ça, là, c'est cette gang de baby boomers, donc vos grands-parents. Ils sont nombreux. Puis, tout le monde veut être ingénieur, médecin, arpenteur, notaire, nommez-les, tout le monde. En plus, il faut ajouter à ça que d'autres champs professionnels vont être créés en fonction de ces nouveaux savoirs. Donc, la plupart des nouveaux savoirs sont en éducation, administration, psychologie, sciences sociales, gestion. Donc, tout ce beau monde-là, ils sont éduqués, ils sont formés. Et ce qu'on va voir, c'est la naissance de plusieurs nouvelles corporations, des nouvelles associations qui, eux aussi, prétendent aux mêmes statuts, aux mêmes droits et privilèges des professions libérales. Donc, on voit là, la naissance d'associations de psychologues, d'éducateurs, d'administrateurs, de gestionnaires, de comptables. Et pour le système professionnel, on se retrouve avec une pression très intense sur le système, non seulement pour ouvrir les portes aux professions existantes. Donc, les professions libérales, on leur dit, il faut ouvrir les portes. Là. Il y a beaucoup de monde qui veulent devenir arpenteur, géomètre, ingénieur, il faut ouvrir les portes. Mais aussi une pression pour créer de nouvelles professions en bonne et due forme. Donc, des associations, là, les psychologues, éducateurs, gestionnaires, comptables, eux aussi veulent leur propre corporation professionnelle. Eux aussi veulent les mêmes libertés, les mêmes avantages sociaux, le même prestige. Et cette époque de grande pression sur le système, là, ici, on est au tournant de 1970. C'est un peu le chaos. Tout le monde, tout ce beau monde-là veulent rentrer dans les corporations professionnelles existantes ou créer leur propre corporation professionnelle, ce qui fait beaucoup de pression sur le système, je le disais. Puis, plusieurs veulent faire reconnaître leur association professionnelle, mais aussi ça génère toutes sortes d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'il y a certains qui se disent compétents, puis ils ne sont pas vraiment. Donc, il y a des incohérences dans la qualité, je dirais, et l'homogénéité de la formation dans certaines associations. C'est le chaos, c'est l'enfer. Puis, on a besoin de faire un peu d'ordre. Et pour faire de l'ordre, me voyez-vous venir, on va faire de l'ordre. Et pour faire de l'ordre, on va créer des ordres professionnels. Nice job breaking it, Hero. Donc, on y est. En 1970, c'est en 1973, disons, la date officielle à laquelle on va créer le Code des professions. Donc, c'est à partir de ce code-là qu'on va créer les ordres professionnels. Donc, c'est là que ça se passe. Donc, c'est en 1973. C'est là où ça bascule, c'est-à-dire qu'on on va créer une nouvelle structure légale, complètement légale. Donc, régie par des lois, des règles, pour remplacer l'ancienne structure qui, elle, était plutôt morale et sociale. Et cette nouvelle structure, là, plus légale, on va passer de corporation professionnelle à ordre professionnel au Québec. Et ça, je vous disais que c'était le chaos. C'était le chaos, puis c'était nécessaire. Écoutez, l'exemple que j'ai en tête, d'ailleurs, il va y avoir une commission qui va être créée, la commission Castonguay-Nepveux. C'est la Castonguette. Avez-vous déjà entendu parler de cette expression-là? C'est la Castonguette, c'est comme ça qu'on nommait la carte d'assurance maladie à l'époque. La petite carte soleil. Le soleil a disparu d'ailleurs sur cette carte-là. Anyway, tout ça, ça a été créé à la commission Castonguay-Nepveux, donc une grande commission sur la santé et sur le rôle des professionnels en santé. Et à l'époque, je vous disais que c'était le chaos. On avait des médecins chirurgiens, en fait, des médecins chirurgiens qui avaient été formés à l'Université de Montréal, puis leur ordre professionnel, leur collège des médecins à eux, refusait de reconnaître leur formation. Donc, imaginez-vous, là, vous vous formez pendant 4 ans, vous payez le grand prix,
Puis le gros prix plutôt pour votre formation, puis vous arrivez pour faire partie d'un ordre professionnel, puis l'ordre professionnel à l'époque ne reconnaissait même pas la pertinence de cette formation-là. Donc cette tension-là, je vous disais que c'était le chaos, là, c'était aussi le chaos, cette tension-là entre celles et ceux qui contrôlaient l'accès aux professions, donc les corporations professionnelles de l'époque, et les universités qui, eux, formaient les personnes, vous et moi, pour éventuellement faire partie de ces ordres professionnels. Donc, il y avait cette tension-là. Puis, je dirais que cette crise-là là, des chirurgiens, médecins chirurgiens plutôt, donc cette crise-là, ça fait partie là, du contexte dans lequel on a créé cette commission Castonguay-Nepveux. Et pendant cette commission, on réfléchit à toutes sortes de choses, au système de santé en général, mais aussi au rôle des professions et des professions en santé. Et c'est à partir de cette commission-là qu'on va créer le Code des professions. On a besoin d'ordre, on a besoin de règles claires, on a besoin de réponses claires. Hein, les questions à l'époque, c'est qui peut être un professionnel? Qui peut se dire médecin? Qui peut porter le titre de médecin? Là? Puis quel type de formation doit-il avoir pour pouvoir prétendre au statut de médecin? Même chose, qui peut se dire ingénieur? Qui contrôle la formation de ces ingénieurs? Qui peut être avocat? Qui peut être arpenteur? Donc, les mêmes questions sont là à l'époque et on va répondre à ces questions avec la création des ordres professionnels. Puis on va déterminer, on va répondre à ces questions-là. Qui peut utiliser ces titres? Qui peut utiliser le terme médecin, ingénieur, avocat, notaire? Qui peut poser des gestes de médecin, des actes réservés? C'est là où on va donner là, non seulement des statuts, des noms, mais des actes aussi qui vont être protégés. Seuls les médecins pourront poser des actes médicaux. Seuls les ingénieurs pourront poser des actes qui sont réservés aux ingénieurs. Donc, c'est à cette époque-là là, qu'on va faire un peu d'ordre dans tout ça. Il y a le chaos, puis typiquement, historiquement, puis ce réflexe-là, là, on va le rencontrer à quelques reprises, c'est-à-dire qu'il y a le chaos, on se pose toutes sortes de questions, puis ultimement, on se retourne vers qui pour poser nos questions? On se retourne vers le législateur, vers la haute politique, là, vers celles et ceux qui peuvent créer justement des lois pour faire un peu d'ordre. Et c'est ce qui se passe en 1973. Donc, on va créer le Code des professions. Ce Code des professions, là, pour vous, c'est le document fondateur. C'est votre Bible. C'est là que ça se passe. C'est un code qui va donner au système professionnel, qui va lui donner force de loi. Hein, c'est là que le système, c'est pas juste des gens qui s'associent, c'est un système qui s'appuie sur la loi, sur des règles. Puis c'est dans ce code qu'on va tout déterminer. On va déterminer quels sont les titres qui sont protégés. Donc, qui désormais pourra prétendre à être ingénieur, je le disais, chimiste, arpenteur, géomètre. Quels sont les actes qui sont protégés. Donc, qui pourra éventuellement poser un geste médical, qui pourra les autres professions. Qui va pouvoir signer un plan de construction d'un pont? Qui va pouvoir faire des certificats de localisation? Qui peut gérer, manipuler, créer des produits chimiques dangereux? Qui peut créer des technologies avec un potentiel de dangerosité pour la société? Donc, c'est en 1973 qu'on va statuer qui peut prétendre à être ingénieur, chimiste, arpenteur. Qui peut poser les gestes qui sont réservés à ingénieurs, chimistes, arpenteurs. Donc, ces professions-là là, sont là à l'époque. Et c'est à ce moment précis qu'on prend ce type de décision. Et il faut voir la force puis l'ampleur de ce changement dans le cœur du système professionnel. La profession qui, je le disais, se définissait par un sentiment d'appartenance à un ensemble de valeurs partagées. Donc, je l'expliquais là, une espèce d'approche morale de vie associative. Tout à coup, on se retrouve avec un autre modèle qui, lui, se définit par son système légal, un système de contrôle, de surveillance des membres,
une approche définitivement plus légaliste. Et depuis, donc 1970, la structure sociale et morale, nous dit Legault, est désormais remplacée par une structure légale. Suit les années 1980. 1980, là, on est en 1980, ça fait longtemps que je parle, tiens, il faut imaginer de la musique électronique, des synthétiseurs, puis de la découverte des vêtements fluo. Moi, j'ai vécu ça les années 80. Je vais vous mettre de la musique des années 80, vous allez voir à quoi ça ressemblait. Donc, les années 80, hein, donc c'est la jeunesse de vos parents, la prime jeunesse de votre prof. Donc, il faut m'imaginer, là, j'ai les cheveux courts sur le dessus, puis longs dans le cou. Oh, j'espère que vous verrez jamais ces images-là. Donc, beau mulet, là, bien épique. Et je porte fièrement un chandail fluo. Et vos parents ressemblaient tristement aussi à ça dans les années 1980. Et dans le système professionnel, bon, la tendance, dans le système professionnel, lui aussi, il change. Lui aussi, il a son gilet fluo, là. Et dans le système professionnel, le mouvement à l'époque qui a peut-être le plus marqué l'histoire du professionnalisme, c'est le mouvement de ce qu'on appelle en français le mouvement de la qualité totale. En anglais, c'est Total Quality Management. Donc, management par la qualité. Ça serait très mal traduit. Mais disons, mouvement de la qualité totale, on va l'appeler comme ça. Et aujourd'hui, vous voyez des traces de tout ça, là, si vous avez vu, vous avez travaillé un peu dans le milieu, n'importe quel milieu technologique, il y a toujours les normes ISO. Donc ça, ces normes ISO-là, là, c'est vraiment, ce mouvement-là est né dans les années 80. L'idée, c'était que ce qui est important, c'est pas autant la qualité des individus, c'est la qualité du produit. Ce qui est important, c'est le service au client. Donc, cette approche-là, plutôt clientéliste, elle a fait son chemin. L'idée à l'époque, c'est plus le professionnel qui a raison, c'est le client. Donc, on se retourne vers la satisfaction du client à tout prix. C'est utilisé dans le marketing de l'époque, mais c'est aussi promu dans les standards de gestion de la qualité là, de type ISO, où la satisfaction du client devient tout à coup la finalité des processus qui sont en place, que ce soit la gestion, la production, la vente. L'important, c'est la qualité de tout ça. Puis, ben, c'est pas mauvais, ce passage-là de tenir compte de la qualité du service, mais c'est un passage important dans la mesure où la satisfaction du client. Donc, ce thème-là, il est important parce que pour vous, votre principal client, c'est le premier bénéficiaire de vos services. Donc, ça va revenir dans le cours. Je vais essayer de le répéter pour que ça soit bien compris, là. Donc, votre client, en tant que professionnel, c'est le premier bénéficiaire de vos services. Et le premier bénéficiaire de vos services, pour vous, c'est souvent votre patron. Donc, l'idée de satisfaire le client à tout prix, là, pour vous, ça influence quand même votre rapport à votre patron puisque ça devient le service à tout prix, la satisfaction à tout prix de votre principal client qui aussi est votre propre patron. Donc, on est à cette époque. Et d'un point de vue philosophique, et vous avez maintenant là, toutes les connaissances nécessaires pour faire cette analyse, il faut bien comprendre que le modèle de professionnalisme jusqu'à 1980, c'était un modèle basé sur l'éthique de la vertu, là. Hein, on l'a vu dans le cours au module 2. C'est quoi la bonne décision? Qu'est-ce que le bien? C'est quoi la bonne façon de se comporter, d'agir? Le modèle qui était là à l'époque, c'était d'agir comme le ferait un bon professionnel, qui est aligné sur quelques grandes valeurs là, qui étaient celles des associations et des corporations professionnelles de l'époque. C'était la qualité de la personne qui importait, c'est sa vertu, c'est une autre façon de l'articuler, et je dirais la capacité peut-être de la personne à incarner les valeurs de sa profession. Donc avant ce tournant-là, là, avant 1980, on est dans cet esprit-là. On tente de s'aligner sur les vertus de notre profession, essayer d'être
d'incarner le bon professionnel qui, lui, incarne ces grandes vertus. Et en 1981, on quitte drastiquement ce modèle de l'éthique de la vertu pour se tourner vers un modèle plus clientéliste, c'est-à-dire que c'est plus la qualité de la personne qui est importante, mais c'est la qualité de l'acte posé par le professionnel qui importe. Et ce qui n'importe plus, c'est la qualité ou l'intégrité de la personne qui pose cet acte. Ça n'importe plus. Ce qui est important dans les années 80, c'est la satisfaction du client. À la limite, celui qui pose le geste importe peu. Ce qui est important, c'est la qualité du geste qui est posé. Donc, vous voyez pour le système professionnel comment que ce mouvement-là de la qualité totale, pas autant, j'allais dire, a fait mal, mais a surtout influencé le rapport ou la façon qu'on conçoit l'identité professionnelle. Parce qu'il faut le rappeler, les actes, je pense que c'est important de s'en rendre compte, les actes posés par les professionnels, ça ne fait pas toujours l'affaire du client. Je disais que votre client, là, c'est souvent votre patron. Un acte professionnel, ça ne plaît pas toujours au patron. On peut agir avec beaucoup de professionnalisme, mais décevoir en même temps, voire frustrer le client qui peut être notre patron. Donc, on reviendra là, au module 8 avec ce type de conflit, ce qu'on va appeler le conflit de loyauté, où on verra justement cette tension-là là, entre le professionnel qui tente de respecter son code, ses obligations professionnelles, puis la demande patronale, puis vous, votre rapport avec ce nouveau patron où on tente de satisfaire ce client-là, ce rapport-là peut être conflictuel, vous place dans des situations récurrentes de conflit qu'on va appeler le conflit de loyauté. Et pour l'instant, là, je le laisse en suspens, mais on va y revenir au module 8. C'était les années 80, donc le mouvement de la qualité totale, les normes ISO, l'idée qu'ultimement, c'est la satisfaction du client qui importe, que la vertu des professionnels importe moins ou importe peu, en autant que le client soit satisfait. Et dernière étape, c'est la dernière étape d'ailleurs pour George A. Legault, c'est la période la plus récente. C'est la période qui sépare les années 1980 des années 2000. C'est une période, pour Legault, c'est une période de crise, une période de perte de confiance, de remise en question du système professionnel. Parce que, vous allez le voir dans l'enregistrement de cours, là, malgré la structure légale, je le disais, qui a été mise en place pour encadrer l'exercice de la profession, il y a plusieurs événements importants qui ont permis de révéler des problèmes importants au cœur du système professionnel. Et dans les enregistrements de cours, là, vous allez voir, je vais vous expliquer avec plus de détails et tout ça. Mais on a plusieurs commissions qui sont mises en place là, en 1974. On a une commission qui est là pour essayer de comprendre ce qui se passe entre un système de corruption qui implique des professionnels, des syndicats, des entrepreneurs en construction, du crime organisé, donc commission Clich. La commission Malouf, peut-être avez-vous entendu parler de la triste histoire de la construction de notre stade olympique, mais là aussi, on va faire une commission pour essayer de voir mettre en lumière un système de corruption des professionnels à l'époque, dépassement de coûts importants. Donc là aussi, une belle commission en 1980. 2000, la commission Charbonneau. Donc la commission a eu lieu un peu plus tard, là, mais les événements dépeignent vers la commission Charbonneau. C'est cette époque-là où plusieurs professionnels, corruption, collusion, crime organisé, industrie de la construction. Il y a des ritournelles, des histoires comme ça là, qu'on n'aime pas toujours entendre, qu'on n'aime pas entendre à ce rythme, en tout cas du moins. Et c'est dans cette tourmente, nous dit Legault, que surgit la 4e phase du professionnel, la phase de questionnement ou de perte de sens. On a des professionnels qui ne savent plus exactement qui ils sont, qui se définissent par ce qu'ils font, mais en même temps, ce qu'ils font, il faut bien admettre que certains font plusieurs maladresses. Donc, une période de perte de référents clairs, une espèce de crise existentielle
Et là, on est dans les années 2000. Hein, on questionne le modèle, on se dit à quoi ça sert tout ça, pourquoi tant de réglementation pour une profession qui a de la misère à se tenir. Donc, déréglementer. Pourquoi pas déréglementer une profession qui se définit seulement par la qualité de ses services, alors que la qualité de ses services est parfois déficiente? Est-ce qu'il existe un rôle social du professionnel? Pourquoi parle-t-on de la protection du public alors que les professionnels en exercice ne semblent pas toujours être là pour protéger le public, où il semble y avoir des failles importantes dans le système? Ils disent qu'ils se regroupent autour d'un ensemble de valeurs partagées. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'ils ont toujours les mêmes valeurs? Ils promettent de protéger le public. Est-ce qu'ils sont là pour protéger le public? Est-ce qu'ils ont vraiment un idéal professionnel commun? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Vous le voyez qu'on est dans une vraie période existentielle. Et Georges Legault, lui, parle d'une époque de crise, de redéfinition et pire, dit-il, de disparition potentielle. Et vous, vous arrivez en 2023 dans ce bien drôle de moment de l'histoire où votre profession est en crise, en sortie de crise peut-être, mais en période de redéfinition très certainement. À quoi servaient ces mots, maman? Comment tu m'as appelée? Maman. Qui je suis, David? Ah. Tu es ma maman. Parce qu'à la fin de toute bonne histoire, il y a vous. Hein? Toi, là. Vous qui m'écoutez patiemment et attentivement. L'histoire se termine par vous et vous, après cette histoire, après l'histoire du professionnalisme. Avez-vous l'impression que votre profession est en crise? Ou plutôt, qu'est-ce que ça veut dire pour toi le terme professionnel? Hein? Est-ce que tu te dis wow, j'entends tout ça, puis un autre professionnel, oui, j'adore, puis j'ai bien hâte de participer à tout ça? Ou tu te dis bof, what the heck? Qu'est-ce que ça donne? Puis c'est trop cher les cotisations, puis ça sert à rien. Donc, on est là hein, dans votre histoire. Qu'est-ce que vous savez de votre histoire? Connaissez-vous votre identité professionnelle? Comment se porte-t-elle? Que reste-t-il de tout ça, de cette histoire? Est-ce que votre profession risque de disparaître ou est-ce que votre profession n'a-t-elle pas déjà un peu disparu? Et si je vous pose ces questions-là, c'est parce que je sais pertinemment que non seulement les réponses à ces questions-là varient d'un individu à l'autre, mais varient aussi d'une profession à l'autre. Ça, c'est intéressant de le voir parce qu'il y a plusieurs professions ciblées dans ce cours-ci, puis vos réponses vont varier vraiment de façon substantielle d'une profession à l'autre. Hein? L'arpenteur géomètre, typiquement, là, il se définit presque exclusivement en fonction de sa profession. Donc, son identité, elle est souvent claire, ancrée dans la tradition. On répète les gestes. Alors que l'ingénieur, lui, il se définit typiquement presque exclusivement en fonction de ses compétences et de son employeur. Puis ça aussi, ça va affecter son identité professionnelle. Quelles autres professions? Le chimiste, lui, il ignore souvent qu'il y a une profession qui encadre son champ d'expertise. Donc, vous le voyez entre ces différentes professions ciblées, il y a un monde de différences, donc différentes façons de penser sa profession, de comprendre son rôle et son identité professionnelle, puis son rôle dans la société. Et pourtant, la majorité d'entre vous, vous vous dirigez vers une profession. Donc, une profession pour plusieurs que vous connaissez mal ou pas, dont vous ne connaissez pas l'histoire, à part ce court podcast. Et une profession que vous ne connaissez pas, dont vous ne connaissez pas l'histoire et dont vous doutez peut-être même de la pertinence, sinon de la valeur. Et pourtant, vous avez choisi de vous donner une formation qui vous mène vers une profession. Et j'espère que vous saisissez
la difficulté existentielle de tout ça, là. Hein, vous vous êtes engagé dans une voie qui vous mène vers une profession. Mais une profession dont vous ne connaissez pas l'histoire, dont vous connaissez peut-être mal les valeurs ou dont vous doutez peut-être même de la pertinence et de la valeur, justement. L'absurde. L'absurde naît dans le silence déraisonnable du monde. Ça ici, c'est de Camus. Et si vous avez jamais lu le mythe de Sisyphe de Camus, ben, il faut lire ça. Ça vous en apprendra un peu sur l'absurde, sur ce genre de... Comment donner sens à votre vie si vous vous dirigez vers une profession qui, pour vous, n'a pas de sens et n'a pas de valeur. Hein? S'inscrire dans un programme qui mène à une profession que je ne connais pas, dont je ne connais pas l'histoire et dont je ne comprends pas le sens. Ou pour vous, ça se pose comme une forme de provocation. Comment allez-vous donner sens à une profession dans laquelle vous allez bientôt faire vos premiers pas? En voilà peut-être la question qui est la plus urgente pour vous ici et maintenant. Parce que si ces questions-là vous font penser, vous font réfléchir, ben nous sommes sauvés. Oui, oui, parce qu'au moins vous cherchez ce sens, vous cherchez à comprendre, savoir d'où vous venez, savoir dans quelle route vous allez faire vos premiers pas, parce que si vous cherchez une façon de vous inscrire dans cette histoire, dans l'histoire de vos arrière-grands-parents, vos grands-parents, vos parents, hein, si vous continuez de faire ça, si vous cherchez à faire ça, à ce moment-là, votre démarche aura un peu de sens et de pertinence. Et sinon, ben, si mes questions ne vous intéressent pas, ben, je ne vais pas vous inquiéter, mais vous suivez un cours, il y a pire, là, vous suivez un cours trop long, en plein été, trop intense, qui vous mène vers une profession qui, pour vous, n'a pas de pertinence dans votre corpus, et vous cheminez vers une profession qui, pour vous, n'a pas de valeur, n'a pas d'histoire, n'a pas de sens. C'est une profession qui, en plus, risque de disparaître. Et ce petit cours d'histoire et ce podcast qui s'allonge aura été vraiment une perte de temps. Ben, désolé, hein? Ça fait mal, hein? En fait, vous le savez, là, je suis loin d'être aussi pessimiste. Au contraire, vous le savez, si je donne ce cours, si je vous enseigne tout ça, c'est que je crois très sincèrement à la pertinence de toutes ces questions et de toutes vos réflexions et réponses à ces questions. Hein, comment donner du sens et de la valeur à votre profession, à votre démarche, comment reconnecter avec tout ça et faire du sens. Et la beauté de toutes ces questions, c'est que la réponse dépend de vous. Vous êtes les futurs professionnels de demain. Je ne sais pas si ça se dit, futur de demain, ça me semble redondant, mais je vais le dire comme ça. Vous êtes celles et ceux qui incarneraient la profession dans 5 ans. Donc, vous pouvez transformer votre profession ici et maintenant. Mais d'abord, il fallait savoir d'où vous venez. Hein, avant de savoir où l'on va, il faut aller savoir d'où vous venez. Et cette petite aventure historique sur l'histoire du professionnalisme était nécessaire. Je vous en ai fait un bref résumé et je vous invite à consulter l'enregistrement de cours pour en savoir davantage sur l'histoire de vos prédécesseurs. Savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. C'était notre thème cette semaine. On se revoit pour nous, j'allais dire la semaine prochaine, mais c'est vendredi. Donc, pour un second podcast cette semaine, ce sera le module 6. Allez, on lâche pas. Vous progressez bien dans ce cours. Je sais que c'est intense, mais vous faites bien ça. Gardez le rythme. On se revoit bientôt. D'ici là, travaillez fort. Allez, bye bye.